Salut à tous et bienvenue dans le Vertical Podcast. Aujourd'hui, je sais pas si tu as déjà remarqué à quel point on grimpe souvent pour les autres, pour impressionner, pour appartenir, pour suivre le mouvement, et au final, en fait, tu oublies pourquoi toi, personnellement, tu as commencé, ou même pourquoi tu grimpes encore, tout simplement. T'as pas besoin de tout faire, en fait, pour progresser. Il y a tellement de modes de pratique différents, le bloc, la falaise, la compète, je parle même pas des différences entre le bloc intérieur, bloc extérieur, etc., la grimpe sur board, que ce soit moonboard, kitter, tension, peu importe, spray wall. En fait, ce qui compte vraiment, c'est de savoir pourquoi toi, tu grimpes. J'entends aussi souvent cette phrase, je grimpe pour le plaisir. Ouais, mais le plaisir de quoi ? Et c'est exactement de tout ce qu'on va parler dans cet épisode. Comment remettre du sens, faire des choix en fait qui sont alignés et retrouver du plaisir à grimper pour toi. Et je commence directement avec cette petite intro, avec vraiment le sommaire de l'épisode. Dans un premier temps, on va voir pourquoi... ça peut être un piège de grimper pour appartenir et des fois on tombe dedans un peu sans s'en rendre compte. Ensuite, la partie 2, ça va être un peu se recentrer. Pourquoi toi tu grimpes ? Parce que, comme j'ai dit dans l'introduction, avec cette partie un peu plaisir, j'entends souvent des personnes qui vont me dire « Ouais, mais moi je grimpe que pour le plaisir, par exemple, j'ai pas besoin d'un coaching. » Et en fait, quand on creuse, on se rend compte que ce qui fait vraiment plaisir à la personne, ça va être par exemple de progresser. Et en fait, le fait de ne pas progresser va te frustrer et du coup ça va t'amener à plein de problèmes. Alors que si c'est juste le fait d'aller en nature qui te fait plaisir, là pour le coup, ouais, c'est clair qu'il n'y a pas forcément besoin d'un coaching pour se sentir bien dans la nature, juste être présent, on va dire. Mais voilà, donc ça c'est vraiment le point numéro 2, se recentrer en fait. Ensuite, une fois que tu t'es recentré, choisir ta voie et t'y tenir. On va voir un peu comment faire ça. Et puis enfin, fais-le pour toi, mais structure-le pour progresser en fait. Et comment le structurer ? On verra tout ça dans la dernière partie. Je passerai aussi en revue 2 questions qu'on m'a posées qui sont hyper intéressantes. On va parler de SPT, qui est en fait le stress post-traumatique, et on va reparler un peu de nutrition parce que y a une personne qui m'a posé une question hyper intéressante avec ce côté un peu, voilà, j'ai un mode de vie un peu hyper actif, je travaille beaucoup, j'ai une vie de famille, etc. Enfin, j'ai pas énormément de temps à consacrer à ma nutrition, mais je suis conscient que c'est un pilier de la progression. Comment adapter tout ça de manière assez précise avec des petits tips comme ça que je peux donner dans ce podcast. Et enfin, on fera un gros résumé en conclusion. Mais voilà, j'espère que vous êtes bien accrochés pour ce podcast parce que ça faisait longtemps que j'avais envie de le faire. On entend souvent cette phrase, fais-le pour toi, mais on oublie ce que ça veut vraiment dire. En escalade, voilà, comme je l'ai dit dans la petite intro, il y a tellement de modes de pratique différents qu'on oublie parfois de pourquoi on est en train de faire telle ou telle chose, et on grimpe des fois juste pour faire un peu comme les autres. Voilà, j'ai les potes qui vont à la salle de bloc, j'y vais avec eux et puis je me pose pas trop de questions. Ça peut être un mode de pratique, ça peut être ce qui vous fait vraiment plaisir, c'est le côté social, c'est d'être avec les copains, etc. Mais est-ce que c'est ce que toi t'as vraiment envie de faire, et est-ce que c'est ce qui va te permettre de progresser le plus possible ? Souvent la réponse est non, et ça peut même être non aux 2 questions, parce que ça se trouve, j'en sais rien, tous tes potes aiment le bloc, mais toi tu aimes la diff et encore plus la falaise. Comment tu fais dans ces cas-là pour l'intégrer dans ta pratique ? Ça peut être compliqué, donc on va voir un peu tout ça. Et voilà, l'objectif de l'épisode, c'est vraiment de se recentrer sur le pourquoi on grimpe, remettre en fait du sens dans sa pratique, et comment nous, chez Ascension, on peut t'aider à organiser tout ça avec notre suivi. Donc je commence directement par la partie 1, le piège, grimper pour appartenir. En fait maintenant, je pense que vous l'avez remarqué, de toute façon si vous suivez ce podcast, c'est que vous êtes d'une manière ou d'une autre sur les réseaux sociaux. La comparaison, vraiment c'est quelque chose de hyper présent dans la grimpe. On se compare toujours à telle ou telle personne. Mais est-ce que lui ou elle a réussi le bloc que j'ai réussi ? Est-ce que lui, il grimpe depuis 3 ans, il grimpe quelle cotation, etc., etc. Et en fait, que ce soit avec la comparaison, les réseaux sociaux, la performance en elle-même, on grimpe souvent en fait pour cocher des cases ou pour prouver quelque chose. Et c'est pas mal de vouloir prouver quelque chose, mais des fois il faut se poser la question de à qui est-ce que je veux prouver quelque chose. Est-ce que je veux prouver quelque chose à moi-même, me prouver que je suis capable de progresser, me prouver que je suis capable d'être discipliné, de tenir un programme, de vraiment être assidu à l'entraînement, j'en sais rien. Ou est-ce que je veux juste prouver que je peux faire telle cotation pour avoir des likes sur les réseaux, etc. Voilà, même si au final la finalité ça peut être la même, par exemple faire un 8 à bloc juste pour les réseaux, ou faire un 8 à bloc par pur but de compétence, de ok, j'ai atteint le niveau 8 à bloc, au final c'est la même chose, vous allez grimper un 8 à bloc, mais le process et comment vous allez le vivre jusqu'au moment où vous allez arriver à cocher cette case là, ça va être complètement différent.
Et on dit un peu souvent cette phrase bateau, concentre-toi sur le voyage plutôt que sur la destination. Ben, en escalade, c'est encore plus vrai. J'en reparlerai avec une petite anecdote perso sur le process de travail d'un bloc dur, là justement que j'avais fait l'hiver dernier, donc qui était mon premier 8 à bloc, où en fait j'en parlais maintenant. Donc ce 8 à bloc s'appelle la Trave à Dave, c'est un bloc assez connu à l'Odev, pas loin de Montpellier. Donc c'est une traversée qui fait, j'ai plus le nombre exact, mais peut-être une quinzaine de mouvements, assez techniques sur des petites prises avec des gros talons, etc. Et en fait, j'ai mis à peu près, je sais plus le chiffre exact, mais quelque chose comme 7 ou 8 séances à enchaîner le bloc, entre la première séance où j'ai découvert le bloc et la dernière séance où j'ai enchaîné. Et je disais à tout le monde, ouais, en fait, ce que j'ai bien aimé dans ce bloc-là, c'est juste la première séance où en fait j'ai découvert le bloc et j'ai osé me dire, ok, je vais aller dans un 8A, je vais toucher un 8A, etc. Et la séance d'enchaînement où j'ai enchaîné et tout s'est bien passé. Mais l'entre-deux, vraiment, le process de travailler le bloc, etc., j'ai pas aimé. En fait, j'ai pas aimé du tout, parce que j'étais beaucoup trop focus sur le fait de enchaîner le bloc pour un peu prouver quelque chose, de me dire, bon bah voilà, je suis coach, faut que j'ai un peu ce niveau 8 à bloc, etc. Alors que, en fait, si je m'étais juste dit, ok, je me focalise sur des points de compétence, et si ça sort pas à la séance 5, ça sortira à la séance 6, c'est pas grave. Peut-être que je l'aurais sorti beaucoup plus vite, et ou en étant beaucoup moins frustré au cours du processus. Et c'est aussi pour ça que chez Ascension, le fait qu'on soit 3, avec Pierre et Mathias, toutes nos expériences, etc., ça augmente encore plus, on va dire, ce qu'on peut vous transmettre dans nos suivis, parce que vraiment cette erreur-là, de se concentrer sur le résultat plutôt que sur le process, c'est un truc qu'on fait très souvent, par pur ego, par but de comparaison, etc. Et donc du coup, le résultat, c'est quoi ? C'est une perte de plaisir, de la frustration et l'impression que tu ne fais jamais assez. En fait, tu te compares toujours aux autres. Tu vas dire, ah ouais, mais lui, il grimpe 4 fois par semaine. Moi, je grimpe que 3 fois, c'est pas assez. Faut absolument que j'y aille une 4e fois. Lui il fait du renfo 3 fois par semaine, moi j'en fais que 2 fois, etc., etc. Et en fait on tombe dans ce cercle vicieux du j'en fais pas assez et j'ai l'impression que pour progresser faut que j'en fasse plus. Et en fait souvent ce qui se passe c'est que si vous êtes dans cet engrenage là, vous allez finir par vous blesser, ou si vous vous blessez pas par miracle, vous allez juste être frustré et ne pas progresser en fait, parce que c'est pas adapté à vous. Et c'est ça qui est hyper important, et on en reparlera dans les parties d'après, mais il faut absolument arrêter de grimper pour se comparer, pour les réseaux, etc. Il faut grimper pour vous, pour réussir un objectif qui vous tient à cœur. Et du coup, il faut aussi identifier les moments où tu grimpes plutôt pour l'image plutôt que pour toi. J'ai une autre anecdote là-dessus. C'est une petite blessure que j'avais eue, alors j'ai plus l'année exacte, mais ça devait être un truc comme 2019, 2020, un peu dans ces eaux-là, où en fait j'étais remonté sur Paris pour faire une séance avec des potes, et il y avait un bloc dans le dévers un peu à doigts avec des moves en no-foot, etc. Je me souviens, c'était un bloc noir à Arcos Nation là dans le dévers, et j'ai fait le bloc je crois que c'était 2e run, ou enfin en gros j'ai quasiment flashé le bloc, et le bloc était beau, etc. mais au moment où je l'ai fait, je l'avais pas filmé, et mes potes étaient à un autre endroit de la salle, ils avaient pas vu, etc. Et en fait, le truc, c'est que je me suis dit, bon, je veux absolument le filmer, ce bloc, il est hyper cool, etc. Je veux absolument le poster sur Insta. Donc là, erreur numéro 1, c'est que j'ai grimpé pour les caméras. En fait, je me suis dit, je vais répéter le bloc pour le poster sur Insta. Je me suis pas dit, je vais répéter le bloc parce que je veux m'améliorer techniquement, je veux travailler un point particulier, je sais pas, là, j'étais pas fluide, j'ai trop réajusté les prises, ceci, cela. Enfin, je me suis vraiment dit, je refais le bloc pour le poster en story sur Insta parce que le bloc, il est joli, etc. Qu'est-ce qui s'est passé ? Du coup, en fait, j'ai attendu un peu la fin de séance parce que je voulais pas non plus me focaliser toute ma séance là-dessus. Je refais le bloc, sauf que au moment de le refaire, au moment de matcher un peu la prise finale, là, c'était un no-foot, et j'entends un petit clac. Et en fait, avec du recul, je pense qu'à ce moment-là, je m'étais fait une poulie partielle parce que pendant quasiment 1 mois et demi, 2 mois, j'avais une grosse perte de force en semi-arqué, en arqué, et ça m'empêchait pas de grimper, mais je sentais qu'il y avait un truc. Et après, j'avais commencé la rééduque directe, etc. Mais si j'analyse vraiment avec du recul, je pense que c'était clairement une poulie partielle. Et c'est une anecdote perso qui me montre que parfois, en fait, même nous, en tant que coach, parce qu'à l'époque, j'étais déjà coach, en fait, on fait des erreurs. On fait des erreurs bêtes comme ça, de se dire, ah ouais, je veux absolument refilmer ce truc-là pour les caméras, pour le poster sur Insta, pour faire ceci, cela, pour impressionner telle ou telle personne. Mais en fait, la vérité, c'est que sortir ce bloc juste pour mettre une story, ça m'aurait rien rapporté, en fait, ça m'aurait juste rapporté des likes sur une story, enfin bref, on s'en fout, mais ça aurait pas amélioré mes qualités de grimpeur, j'aurais pas amélioré, je sais pas, ma gestuelle, je sais pas quoi, parce que j'étais juste concentré sur le fait de cocher ce bloc là, enfin le refaire pour la vidéo, pour Instagram.
Donc en fait, faut vraiment identifier ces moments où tu grimpes plutôt du coup pour l'image que plutôt pour toi. Je prends d'autres exemples qui reviennent assez souvent, donc là c'est pas trop des exemples personnels mais ça peut revenir. C'est le fait de par exemple participer à certaines compétitions, participer à certains contests, parce que les potes y vont, parce que vous pensez que c'est fun entre guillemets, mais en fait quand vous êtes dans le contest, pour vous c'est la purge, parce que il y a trop de monde, vous êtes trop stressé, en fait vous prenez aucun plaisir littéralement pendant le contest, parce que voilà il y a trop de monde, vous grimpez mal parce que vous êtes stressé, etc. Et vous vous acharnez en fait à vouloir grimper en compétition, enfin en compétition entre guillemets, on se comprend, c'est différent la compétition officielle et les petits contests, mais voilà, vous vous acharnez parce que vous pensez que la compétition c'est fun, etc., alors qu'en fait vous y prenez littéralement aucun plaisir. Donc ça aussi ça peut être un autre signal, mais voilà, ça conclut un peu cette partie sur le piège grimper pour appartenir, mais c'est hyper important de sortir un peu de ce paradigme de comparaison, parce que je vais y revenir après avec la partie qu'on est tous uniques. En fait, qu'est-ce qui fait en fait que parce que vous grimpez depuis 5 ans, vous n'avez pas atteint tel ou tel niveau, etc. Oui, mais peut-être que vous avez un métier, vous avez une vie de famille, vous avez je sais pas quoi, vous n'avez pas commencé à grimper à 16 ans ou à 12 ans, et la personne là qui est à côté de vous, qui est en train de randonner le bloc, en fait c'était un ex-compétiteur qui a grimpé pendant 10 ans, qui s'est entraîné dans des pôles de perf pendant 3 ans, enfin on peut jamais savoir en fait ce qui se passe derrière. Peut-être que cette personne elle a pas de travail stable, j'en sais rien, peut-être elle est encore étudiante, elle a pas trop de stress, elle a pas trop d'obligations, enfin voilà, tout ça ça impacte énormément votre potentiel de progression et votre niveau de grimpe. Et en fait souvent la comparaison elle est malsaine, parce que à moins de comparer quelqu'un qui a exactement la même situation que vous, qui est dans la même situation professionnelle, personnelle, etc., qui a commencé à grimper au même âge, etc., même si on réunit tous ces facteurs là, rien que le facteur génétique il est énorme, parce que ça va driver on va dire votre potentiel de progression. Donc en fait, en tout point, vraiment la comparaison c'est hyper malsain. Par contre, ce que moi je trouve sain, c'est de se comparer à soi-même. D'où notre approche aussi chez Ascension avec cette fameuse batterie de test physique. Je le répéterai jamais assez, mais vous nous envoyez test sur Instagram, on vous envoie la batterie, c'est complètement gratuit. On l'analyse après en visio si vraiment ça vous intéresse, que vous voulez passer à la vitesse supérieure dans votre entraînement. Mais voilà, par exemple, cette batterie de test, c'est la même, que ce soit en 2022, 2024, 2025, enfin voilà, on fait des petites modifs au fil des années, mais globalement, ça reste les mêmes. Voilà, faire une traction lestée, ça restera faire une traction lestée. Si l'année numéro 1, vous étiez à 30 kg et l'année numéro 3, vous êtes à 50 kg, vous avez pris 20 kg sur votre traction, et ça, il n'y a personne qui peut vous l'enlever, et vous comparez à vous-même en vous disant, là, j'ai progressé de 20 kg, etc., en force de bras, en endurance, en rési, peu importe. Et du coup, ça peut aussi vous indiquer que le niveau global dans les salles, en général je dis dans les salles parce que la plupart des gens qui écoutent ce podcast sont des grimpeurs de salles, le niveau global il augmente aussi. Un truc que je dis souvent, c'est que j'ai l'impression, en tout cas, après peut-être je suis en train de devenir faible ou vieux ou j'en sais rien, mais moi je vois mes métriques qui augmentent, je vois ce que je fais aussi sur des boards, la moonboard, la kilter, peu importe, je progresse aussi sur ces boards. Donc en fait même en extérieur, les cotations que je peux faire, etc., et j'ai l'impression qu'en salle le gap entre l'avant-dernière cotation et la dernière cotation, donc si je prends des cotations Arcos, ce serait la cotation noire à Arcos et la cotation violette à Arcos, le gap entre ces deux cotations là il est de plus en plus énorme, dans le sens où pour faire du violet 5 bars à Arcos, faut être grimpeur de l'équipe de France. J'abuse peut-être un peu, mais on ne doit pas être très loin, et en plus le niveau de l'équipe de France il fait que progresser. Donc en fait ça vous permet de remettre aussi en contexte, de se dire ah ouais en fait peut-être que si je stagne dans le noir ou dans le violet facile, mais que le niveau il augmente d'année en année, peut-être que je suis pas tant en train de stagner que ça. Mais bref, ça c'est un truc un peu plus profond. Ça me permet du coup de faire la transition sur le point numéro 2. Recentre-toi sur toi. Donc se recentrer. Pourquoi tu grimpes? Vraiment pose-toi la question là, pourquoi toi personnellement tu grimpes? Qu'est-ce que j'aime vraiment dans la grimpe? Et j'entends souvent, je le disais en introduction, cette phrase, je grimpe pour le plaisir. Oui, mais d'où il vient le plaisir? Est-ce que le plaisir, il vient du fait que tu te sens progresser, du fait que tu vas faire une croix, du fait que, comme je le disais tout à l'heure, tu vas te retrouver dans la nature et tu profites du beau temps, etc. Le côté social en salle, le côté appartenance à un groupe, parce qu'il faut pas le négliger non plus. J'ai dit qu'il faut grimper pour soi, mais appartenir à un groupe, c'est un truc qui est inné dans la nature humaine. Si on fait tout seul en ermite, on n'est pas heureux. Donc voilà, il y a tout ça aussi qu'il faut prendre en compte. Mais voilà, d'où vient le plaisir? Vraiment, essaye d'identifier ça. Et vraiment, il y a un truc que j'ai noté aussi, c'est que il faut que tu acceptes que ta pratique personnelle n'a pas besoin de ressembler à celle des autres. Comme je disais tout à l'heure, tu es vraiment unique, tu as des contraintes professionnelles qui sont propres à toi, tu as peut-être une vie de famille qui est propre à toi, tu fais peut-être d'autres sports à côté, voilà, tu n'as peut-être pas les mêmes objectifs que telle ou telle personne. Donc vraiment, tu ne dois pas te comparer aux autres dans un unique but de performance. Tu ne dois pas te dire « Ah, mais moi je grimpe depuis 5 ans et je fais que 7A, alors que lui il grimpe depuis 3 ans, il fait 7B, donc je suis nul. »
Bah non, parce que ça se trouve, l'autre personne, si elle avait été dans la même situation que toi, peut-être qu'elle aurait arrêté de grimper, en fait, tout simplement. J'en vois beaucoup aussi, hein, des personnes en salle qui performent de fou pendant 1 an, 2 ans, et puis après on les voit plus, parce que voilà, ils changent de vie, contraintes professionnelles, vie de famille, je sais pas quoi, etc. Et après on les voit plus. Et parce qu'au final, en fait, ils aimaient pas tant que ça grimper, et voilà, ils se sentaient forts à un moment, ils ont compris que la grimpe c'était un truc qui leur plaisait. Et après ils sont passés à autre chose, parce qu'au fond ils l'ont fait pour eux. Ils l'ont fait pour eux de se dire ok bon bah en fait je grimpe pendant 2 ans, je trouve ça fun, et après j'arrête parce que voilà la grimpe c'est un petit plaisir, mais c'est pas mon identité, je suis pas un grimpeur à 100%, etc. Et voilà, si demain je fais du golf, bah je fais du golf et je serai heureux pareil. Donc il y a ça aussi. Souvent la grimpe on corrèle vachement son niveau personnel à notre valeur, on va dire, en tant qu'être humain, de se dire ah ok bah moi je grimpe du 7B, bah je vaux mieux que tous ceux qui grimpent 6B. Et en fait bah c'est totalement faux, parce que bah voilà, on a tous d'autres choses à apporter, on fait pas que de la grimpe, enfin c'est tellement plus complexe que ça, mais des fois c'est ce qu'on peut avoir un peu, hein, des sortes de petites guerres d'ego, de se dire ah ouais mais lui il grimpe ça, donc du coup il est pas fou ou quoi, ou il a fait ça mais il fait pas ça, j'en sais rien, je prends mon exemple perso. Il fait des suspensions à un bras sur 20 mm, mais il a jamais fait de 8B en extérieur. Ouais, mais déjà, est-ce que j'ai déjà eu l'objectif de faire un 8B en extérieur? Est-ce que j'ai déjà essayé de faire ci, faire ça? Enfin, en fait, les gens sont pas dans votre vie, en fait, ils ne connaissent pas vos objectifs, et en fait, faut aussi se détacher de ça. Enfin, moi, maintenant, quand on me dit ah ouais, t'es super fort par rapport à ce que tu grimpes ou je sais pas quoi, mais en fait, je sais que limite, c'est un compliment, parce que ça veut dire que j'ai de la marge, que je vais pas me laisser, que, en fait, bah, justement, je vais apprécier grimper. Parce que je sais que j'ai la capacité de, et ça c'est hyper important aussi, j'en parlerai dans un autre podcast, mais c'est vraiment avoir la capacité de faire tel ou tel truc. Et en fait souvent le facteur physique c'est un énorme facteur limitant, bien que plein de coachs vont vous dire oui la technique, le mental, la tactique, je sais pas quoi, mais nous on le voit, on fait les tests sur les capteurs de force. Un truc qui me fait rire des fois aussi, c'est que quand je suis à côté de la kilter et que je m'échauffe, je tracte un petit peu sur le Tindeck, là sur le block lift, pour m'échauffer tout simplement, et je le vois avec les tests physiques que je fais avec les personnes que je coach, avec ce que j'ai pu faire comme travaux sur la smartboard, etc. Il y a une corrélation directe entre la force que vous êtes capable d'appliquer sur une prise et votre niveau de grimpe, et encore plus sur des boards comme la kilter où les cotations sont assez linéaires, même si voilà on va pas débattre des cotations, un 7B kilter c'est pas un 7B XT, ça peut être soft, ça peut être hard, bref on s'en fiche. Mais en gros, il y a une certaine linéarité dans le sens où la plupart des 7B kilters sont plus durs que les 7A kilters, et c'est ça qui nous intéresse. Et du coup, en fait, bah moi je le vois par exemple, je dis aux personnes qui sont un peu curieuses, ah bah vas-y, tracte vite fait sur le Tindeck, tu vas à fond là si t'es bien échauffé, et j'essaye de prédire la cotation que tu vas grimper sur la kilter. Et 90% des cas, je vais estimer à plus ou moins une cotation, donc si la personne je lui dis ah bah t'es censé grimper 8A, au max elle a fait 8A+. Ou inversement, où elle a fait 7C+, tu vois, il y a une petite différence de une cotation. Mais c'est incroyable en fait, moi je trouve le fait de juste se dire tu tires sur un capteur de force et ça détermine ton niveau max, peu importe ton mental, ta tactique, ta technique, je sais pas quoi. Après voilà, bien sûr tous les styles de grimpe sont différents, c'est pour ça aussi que la comparaison dans ce cas-là elle est intéressante parce qu'elle est on va dire un peu scientifique, mais rien ne me dit que cette personne-là, si elle tire je sais pas un ratio de 1,6 et qu'elle grimpe 7A, ça veut pas forcément dire que c'est une mauvaise grimpeuse, parce que que cette personne est mauvaise grimpeuse ou mauvais grimpeur, enfin bref, peu importe, je me perds dans mes accords. Ça veut peut-être dire que peut-être qu'elle fait que de la falaise et qu'elle est habituée à juste faire de la dalle en falaise sur des micro-gratons. Et ça veut pas dire que c'est un mauvais grimpeur pour autant. Ça veut dire que c'est un expert de ce style-là. Et ça aussi, c'est un truc qu'on a tendance à oublier, que certains grimpeurs ou grimpeuses sont experts de tel ou tel style, sont experts en compétition, etc. Et après, bien sûr, en général, la compétition, c'est un accélérateur de progression parce qu'on est dans des situations de stress où en fait, on doit s'adapter hyper vite. Mais bref, je me perds un peu dans toutes ces explications, mais en gros je reviens sur le point, c'est accepte que ta pratique n'a pas besoin de ressembler à celle des autres, tu es unique, tu as des contraintes professionnelles qui sont propres à toi, une vie de famille qui est propre à toi, tu fais peut-être d'autres sports, etc. Tu as un emploi du temps qui est le tien, il ne faut pas que ton entraînement, ton plan d'entraînement ressemble à celui de Monsieur Tout-le-Monde, c'est juste pas possible, ou tu vas pas progresser, ou tu vas être frustré, et tu ne vas pas comprendre comment ça marche. Et ensuite, trouve ce qui te fait vraiment vibrer quand tu grimpes. C'est-à-dire, là j'ai noté 2-3 trucs comme le flow, la nature, le dépassement, le partage, le fait de se sentir progresser. Et en fait, je veux que vous fassiez un petit truc là. Prends le temps vraiment de te poser, là, juste après tu mets pause là sur le podcast, et tu notes 3 séances qui t'ont marqué sur l'année là qui vient de se passer, où vraiment tu te poses et tu dis ok, qu'est-ce que j'ai fait cette année en grimpe, où je suis vraiment fier de moi, où j'ai vraiment des très bons souvenirs. Et en fait souvent
ces 3 séances-là, ça en dit beaucoup sur ce que tu aimes faire et pourquoi tu grimpes. Par exemple, là, j'ai pris mon exemple perso, j'ai fait l'exo. C'est quand j'ai passé certains blocs durs sur la kilter ou sur la moonboard. C'est quand j'ai fait ma perf en XT de grimper mon premier 8A. Ou c'est quand j'ai fait aussi des perfs en renfo. Par exemple, quand j'ai passé tel ou tel benchmark en suspension. Quand j'ai augmenté mon max de 5 kg sur tel ou tel truc. En fait, ça, c'est vraiment des souvenirs où déjà je suis fier de moi parce que je me dis j'ai progressé, j'ai fait mieux que mon mois d'avant, etc. Outre l'aspect comparaison avec les autres où perso ça me m'atteint plus du tout. Vraiment je me dis ok, ces trucs là, faire un bloc dur sur la board, faire une perf en renfo, enchaîner mon projet en XT, en fait c'est 3 types de séances où vraiment ça m'a fait vibrer de me dire ok, là je kiffe l'escalade parce que ceci, cela. Et en fait, je me sens progresser, je sais que ça et ça, j'aime bien. Mais par contre, là, j'ai pas marqué, par exemple, faire un bon classement à un contest. Parce que même si j'aime bien faire les petits contests ou ce genre de trucs, en fait je vais jamais me dire merde j'ai raté la finale d'une place, je remets ma vie en question, je sais pas quoi et tout. Enfin en fait ça m'atteint même plus parce que si je vois que les jeunes ils progressent énormément. D'ailleurs dédicace à tous les jeunes là qui sont en train de s'entraîner comme des fous furieux, qui cassent tout littéralement. Là j'en vois à Montpellier même qui commencent à faire des 8B, ce genre de trucs. Enfin c'est une dinguerie de se dire que il y a une sorte de précocité maintenant dans l'escalade où, c'est bénéfique, je trouve, pour le niveau global, ça pousse tout le monde à se dépasser. Mais voilà, en gros, prends le temps de noter 3 séances qui t'ont marqué l'année passée. Voilà, qu'est-ce qui t'a marqué dans ta grimpe, là, les 3 séances types. Ok, en fait, j'avais bien aimé telle séance, là, je sais pas, de doublette en voie, j'avais adoré ce cycle-là, j'avais adoré faire mon week-end dans les calanques, j'en sais rien, faire de la grande voie en XT, et j'adore les séances de social à la salle avec les potes le week-end. Et là tu dis ok, j'ai un pattern, et j'ai un pattern de grimpe en XT, de grimpe sociale, et en plus j'ai un pattern où j'aime bien m'entraîner un peu sous forme de volume. Et du coup ça c'est un truc qu'il va falloir intégrer dans ton entraînement d'une manière ou d'une autre pour que tu sois heureux de t'entraîner entre guillemets, parce que tu as un objectif précis, parce que tu aimes ça, et que tu te concentres plus sur le voyage que sur la destination. Et vraiment une fois que tu as fait cet exercice, c'est un peu la partie suivante. Une fois que tu as choisi ta voie, il faut essayer de s'y tenir. Donc choisis ta voie et essaye de t'y tenir. Tu peux pas tout faire en même temps. Tu peux pas faire du bloc, de la diff, de la falaise, du bloc en extérieur, de la compète en bloc. En fait, tu peux pas tout faire en même temps. Par contre, ce que tu peux faire, si jamais t'aimes l'escalade au sens large, c'est tout faire mais par cycle. C'est-à-dire par exemple, ok, je me fais un cycle de bloc compétition. Par exemple, je vais faire les compétitions officielles là du circuit de bloc, et en parallèle, je vais m'entraîner un petit peu en salle pour performer sur ce truc-là. Dès que la saison de bloc elle est finie, là je vais faire les compètes de diff parce que j'aime bien la compète. Hop, je passe en mode saison de diff. Ok, la saison de diff elle est finie. Je vais aller grimper un peu en XT et je me focalise sur l'XT. Ça c'est carrément possible et c'est même comme ça que la plupart des athlètes peuvent cycler leur entraînement. Mais là il y a un pattern, c'est que vous aimez la grimpe au sens large. Par exemple, si vous aimez pas faire de la falaise, il n'y a aucune raison de se forcer à aller en falaise. Par contre, il faut pas oublier que certains types de pratiques vont vous faire progresser sur des leviers qui sont différents. Par exemple, si vous faites beaucoup de falaises en extérieur, vous allez énormément progresser en endurance, en mental, en tactique, etc. Voire même en force, si vous forcez dans des voies dures. Mais par exemple, si vous faites beaucoup de à-vue en falaise en extérieur, vous allez avoir un mental de fou, une endurance de fou, une capacité à récupérer sur des petites prises, etc. que vous développerez jamais de la même manière en faisant que du bloc en salle. Par contre, ce qui est vrai aussi, c'est que vous pouvez débloquer cette capacité à récupérer sur des petites prises en faisant que du bloc en salle, en faisant des cycles qui sont axés sur cette métrique en particulier. Donc en fait, faut juste avoir une vision un peu globale et il faut choisir un peu sa voie. Et souvent, là, c'est ce que j'ai noté en point numéro 2, tu peux en faire moins, même tu dois en faire moins, mais fais-le mieux, donc peut-être avec plus d'intensité ou avec un objectif précis, et fais-le avec plaisir. Je prends mon cas perso, là je me rends compte que dès que j'essaye de grimper plus de 4 fois par semaine, donc dès que j'essaye de faire une 5e séance par exemple, c'est toujours trop, c'est toujours cata, je récupère mal, je grimpe mal, et en fait au final je suis juste frustré d'avoir fait cette 5e séance, parce que je me dis en fait j'ai rien fait d'impressionnant sur cette séance là, il y avait pas trop d'objectifs, j'étais pas focus, c'était juste de la fatigue accumulée dont j'aurais pu me passer. Et en fait, du coup, des fois, je me rends compte que les semaines où je grimpe le mieux, c'est là où j'ai beaucoup de choses à faire et où je vais grimper que 3 fois parce que la 4e séance, je vais la faire sauter parce que contrainte professionnelle, par exemple. Et là, je me dis, ok, en fait, peut-être que grimper moins
mais où je suis beaucoup plus focus, parce que j'ai un temps limité, parce que j'ai un objectif de séance hyper clair, et parce que cet objectif il me fait plaisir, là je vais beaucoup mieux performer dans mon entraînement, on va dire, parce que ça me plaît et parce que mon objectif il est précis et que ça c'est en accord avec mes valeurs et ce que j'ai envie de faire. Et donc du coup, tout ça, ça te permet de redonner du coup de la clarté dans ton programme. Ça te motive plus parce que tu te vois un peu progresser au fur et à mesure du truc, et ça te permet d'avancer sans te disperser. Même si tu fais des cycles, par exemple, cycle de bloc en compétition, cycle de diff en compétition, cycle de bloc en extérieur, etc. T'as quand même un focus dans ta pratique. Et tu fais pas tout en même temps, et tu progresses vraiment sur un point en particulier par un petit pic de perf, et après peut-être que ça va stagner parce que tu vas plus en faire pendant 6 mois par exemple, mais le jour où tu vas reprendre, tu auras quand même capitalisé sur ce petit pic de perf et tu progresses un peu d'année en année comme ça. Donc vraiment, ce qu'il faut retenir un peu là de toute cette première grosse partie, enfin de même quasiment du podcast, parce que j'ai quasiment fini, là je vais vraiment faire un récap de comment structurer un peu tout ça. Il faut retenir que voilà, il faut grimper pour toi. Prends le temps de te poser et de te dire ok, pourquoi je grimpe, pourquoi j'ai envie de faire tel ou tel truc, est-ce que c'est vraiment important que je filme mon blog pour le mettre sur Insta juste pour avoir des likes, est-ce que ceci, cela, et en fait de vraiment remettre du contexte dans tout ça et de se dire ok, est-ce que je suis en train de faire ça juste pour les caméras ou parce que j'aime vraiment ça et parce que j'ai un sentiment de progression, de compétence, d'appartenir à un groupe, etc. Voilà, y a rien de bien ou de mal, c'est pas mal de se filmer et de grimper pour les caméras. Mais il faut que vous soyez en accord avec ça. Il faut que vous vous dites ok, mon objectif aujourd'hui c'est de filmer une belle vidéo, c'est de faire ceci, cela, et pas de dire ok, aujourd'hui mon objectif c'est de travailler ma pose de pied, et au final vous faites le bloc en no foot dans le dévers juste pour faire des likes sur Insta. C'est vraiment l'exemple opposé, mais ça permet vraiment d'illustrer. Et donc du coup, vraiment, là je passe à la dernière partie, fais-le pour toi, mais structure-le pour progresser. Voilà, une fois que ta vision elle est claire, et que tu as conscience de ton mode de vie et de ce que tu as envie de faire dans ta pratique de l'escalade, c'est là qu'on intervient chez Ascension, et vraiment on a aidé des centaines, plus d'une centaine, j'abuse peut-être un peu sur des centaines, de grimpeurs comme toi là qui écoutent ce podcast à progresser en étant en accord avec tes valeurs, avec tes objectifs, et pas avec les valeurs des autres, avec les objectifs des autres. Voilà, on prend le temps vraiment de se poser, de se dire ok, qu'est-ce que c'est vraiment ton objectif, qu'est-ce qui t'anime vraiment dans la grimpe, qu'est-ce que tu attends de ce suivi, de cet accompagnement, et vraiment après, une fois qu'on a vraiment pris le temps de définir tout ça, le suivi il est vraiment holistique, l'entraînement il est codifié, il y a de l'entraînement au sens global, c'est-à-dire des séances de grimpe, des séances de renfo, le côté mobilité, le côté nutrition qu'on oublie souvent, je vais y revenir juste après avec la question sur la nutrition, et les habitudes de vie comme le sommeil, la marche, ce genre de trucs, et surtout le plus important, et ce que tous nos clients nous disent qui est vraiment game changer comparé à d'autres coachings qu'ils ont pu tester, c'est le côté adapté à ton emploi du temps chaque semaine. Ça, c'est une dinguerie, je le répéterai jamais assez, mais vraiment adapte ton entraînement à ton emploi du temps de ta semaine et pas l'inverse. C'est pas ton emploi du temps qui doit s'adapter à ton programme, c'est ton programme qui doit s'adapter à ton emploi du temps avec quand même un certain degré de flexibilité et des trucs non négociables. Par exemple, je pense pour quelqu'un de mon niveau, si je grimpe moins que 3 fois par semaine, ça va être hyper compliqué de caler une séance de volume, une séance de max, une séance de ceci, cela. Et juste, je vais me dire, ok, là, je stagne parce que j'ai pas le temps de faire une 4e séance, par exemple. Parce que à mon niveau, ce serait nécessaire. Mais par contre, ce que je peux faire, c'est me dire, ok, j'ai absolument pas le temps de faire cette 4e séance. Comment je peux optimiser les 3 séances que je fais déjà? Et nous, c'est ce qu'on te propose chez Ascension. Ah, ça y est, j'ai retrouvé. Ok, alors là j'ai eu un bug énorme, je le couperai au montage, mais j'ai dû avoir comme 1 minute de blanc où je pensais à un truc et ça m'est sorti de la tête. Mais vraiment, il y a une phrase aussi qui a résonné, je sais plus où est-ce que je l'ai lu, faudrait peut-être que je retrouve, mais c'est la phrase suivante, elle est hyper impactante, c'est « Tu ne peux pas te plaindre des résultats que tu n'as pas eus à cause des efforts que tu n'as pas fait ». Je vais la refaire, donc je la répète, « Tu ne peux pas te plaindre des résultats que tu n'as pas eus à cause des efforts que tu n'as pas fait ». C'est hyper important de la comprendre, cette phrase-là, parce que par exemple, moi ça résonne un peu, parce que j'avais pris un coaching avec François, et pendant ce coaching-là, j'étais vraiment un peu surbooké niveau professionnel, et par exemple, j'avais pas le temps de faire mes étirements. J'avais pas vraiment pas le temps, mais je prenais pas le temps, et en fait, je me mentais un peu à moi-même en me disant, bon bah vas-y, je l'ai fait un peu à l'arrache, etc. Et j'ai pas trop progressé en souplesse. Mais du coup, c'était clairement de ma faute. C'était clairement de ma faute parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Et je me mentais un peu à moi-même en me disant ah bah ok, en fait là c'est bon, j'ai fait mes étirements mais je les ai fait un peu à la va-vite, ça suffira. Et en fait bah non, ça n'a pas suffi du tout. Et en fait je pouvais pas me plaindre parce que je regarde dans le miroir et je me dis
ok, pourquoi t'as pas progressé en souplesse? Parce que t'as pas suivi les séances du coach, ou parce que tu lui as pas dit que t'avais pas le temps de, et peut-être qu'il a pas adapté. Mais dans tous les cas, ça retombe sur moi, tu vois, personnellement, j'ai pas fait un truc qui m'a empêché de progresser, donc je peux pas me plaindre en fait. C'est ma faute. Et ça, c'est un truc qui est vraiment capital, même dans la vie en général. Minimise son implication, c'est-à-dire qu'on va toujours se dire ah mais c'est pas de ma faute, c'est la faute des autres, etc. Ah mais ouais, mais là en fait aujourd'hui je me suis mal entraîné parce que je me suis couché tard et je sais pas quoi, Oui, mais pourquoi tu t'es couché tard? Enfin, est-ce que c'est toi qui l'as choisi? Est-ce que t'avais pas le choix parce que tu travailles tard, etc. Et dans beaucoup de situations, on a le choix et c'est juste qu'on fait les mauvais choix. Et du coup vraiment nous, notre but avec Ascension et ce suivi holistique, c'est vraiment de t'aider à faire les meilleurs choix possibles pour t'aider à progresser le plus possible, le plus durablement possible. Et surtout, l'élément principal, c'est de garder du plaisir à chaque séance et au cours du processus. Parce que si tu te forces à t'entraîner, si tu te forces à faire un truc qui te plaît pas, tu vas juste pas y arriver en fait, tout simplement. Et même les athlètes de haut niveau, hein, quand ils se forcent à faire des trucs qu'ils n'aiment pas, souvent ça termine mal, soit en blessure, soit un peu en dépression, sur entraînement, etc. Parce que c'est pas fait pour tout le monde. Et même les meilleurs athlètes, je pense qu'ils font quand même, on va dire peut-être 70% de choses qu'ils aiment vraiment et 30% peut-être de choses qu'ils n'aiment pas et ils sont un peu contraints de le faire, mais ils se forcent un peu parce que les 70% sont là. C'est un peu pareil pour vous à votre échelle, mais dites-vous que comme vous n'êtes pas athlète de haut niveau et que vous n'avez pas d'échéance de compétition, etc., vous pouvez skipper carrément les 30% qui vous embêtent pour faire que ce que vous aimez. Et après, il faut quand même être conscient des limitations de ça, c'est-à-dire que par exemple, même si vous êtes un bloqueur de salle, il va falloir travailler l'endurance au bout d'un moment. Vous pouvez pas avoir juste de la force, de l'explosivité, etc. et avoir zéro rési, zéro endurance. Et ça, c'est notre rôle de coach aussi quand on vous évalue, de vous dire, ok, ton profil il est excellent sur tel ou tel point, ça c'est un énorme point faible, même si t'es un grimpeur que de bloc en salle, on va quand même travailler ce point-là parce que ça va équilibrer, parce que ça a d'autres avantages, etc. Et c'est là où toute l'expertise d'un coaching, elle est pertinente selon moi. Donc voilà, si vraiment vous voulez qu'on vous aide à structurer tout ça et que vraiment ce podcast là il résonne en toi et tu te dis ah, c'est vrai, je me suis un peu laissé de côté, je grimpe avec les copains mais je sais pas trop pourquoi, etc. Ou alors je me force à faire tel ou tel truc mais je vois pas la finalité, et envoie-nous un message sur Instagram, soit sur le compte Ascension, soit sur nos comptes perso. Tu nous envoies Go ou tu nous envoies coaching et on t'envoie toutes les informations pour t'aider à progresser et à structurer tout ça. Ensuite, du coup, je passe à la partie réponse aux questions. Donc la première question que j'ai eue, elle est assez complexe. J'ai pris du temps pour me renseigner, faire une sorte de petit résumé, etc. Peut-être que ça va pas forcément intéresser tout le monde, mais en vrai, ça m'a intéressé de faire les recherches, etc. Donc n'hésitez pas à poser ce genre de questions. Vraiment, moi, ça m'intéresse aussi en tant que coach de m'améliorer dans mon champ de connaissances au global. Donc là, la question, c'est la suivante, c'est... qu'est-ce que tu penses de la grimpe en compétition pour aider à gérer tout ce qui est stress post-traumatique, donc SPT. Et donc du coup j'ai fait un peu mes recherches et pour vous proposer un peu une synthèse, du coup je vais lire un peu le petit paragraphe là qui a écrit. Syndrome de stress post-traumatique, donc PTSD, est une réaction psychique après une expérience traumatique, flashback, hypervigilance, troubles du sommeil, etc. Parmi les approches de soins, le sport et dans certains cas la compétition peuvent jouer un rôle complémentaire précieux. Donc le sport, il agit sur plusieurs plans, il aide à réguler les hormones du stress, donc cortisol, adrénaline, favorise la neuroplasticité, ça améliore du coup aussi le sommeil, parce que quand vous faites du sport, vous êtes plus fatigué, donc peut-être que vous allez mieux vous endormir, etc. Ça renforce aussi le sentiment de confiance en soi, le sentiment de contrôle de son corps aussi. La compétition, quant à elle, bien encadrée, peut redonner une structure, des objectifs et un sens, ce qui peut être très puissant dans la reconstruction. C'est-à-dire que là, du coup, quand vous avez vécu une expérience un peu traumatisante comme ça, peut-être vous êtes un peu perdu, etc. Et le fait justement d'avoir un calendrier de compétition, des dates auxquelles il faut être préparé, etc., ça va vous aider à reconstruire, entre guillemets, un peu votre pratique pour vous aider à guérir un peu ce syndrome-là. Mais c'est pas du tout une solution miracle. Donc le sport n'est pas une solution miracle parce que l'activité physique ça remplace pas un suivi psychothérapeutique. Je suis pas du tout psychologue ou quoi. Là je lis vraiment un peu la synthèse de ce que j'ai pu rechercher. Il faut respecter du coup le rythme de la personne, donc votre rythme à vous, éviter les surcharges, que ce soit mental ou physique, et s'assurer que l'environnement et le contexte compétitif ne ravivent pas le traumatisme. Donc ça veut dire que si vous êtes en compète mais que l'environnement de compétition vous stresse à mort, c'est peut-être pas la meilleure chose à faire pour être dans un bon environnement. Mais en gros là ce qui ressort un peu de toutes mes recherches, c'est que il y a des limites et des conditions un peu à respecter pour que ce soit vraiment pertinent. Les preuves humaines restent limitées, c'est-à-dire que d'après les études là que j'ai pu regarder, c'est des études sur des échantillons qui sont trop petits, avec des durées qui sont trop courtes.
et avec des biais méthodologiques souvent. Ce qui marche pour quelqu'un ne marchera pas forcément pour quelqu'un d'autre. Là pour le coup, les traumatismes un peu psychologiques comme ça, c'est tellement personnel que c'est ce que je disais juste avant, ça remplace pas un suivi psychothérapeutique en plus de la pratique physique. Et la compétition en fait, elle peut être risquée si elle génère de la pression, du jugement, etc. En fait, ça peut raviver un peu le traumatisme. Donc il faut un encadrement bienveillant et des objectifs réalistes. Ça pourrait être le rôle du coach, d'être justement bienveillant et de mettre des objectifs réalistes pour pas mettre trop la pression, etc. Et ensuite, attention aux possibles effets physiologiques, donc le surentraînement, l'épuisement, les réactions de stress aiguës, etc. Donc dans tous les cas, les trois maîtres mots, c'est l'adaptation, la progressivité et l'écoute. Et du coup, ça me permet de faire la transition avec la deuxième question. Donc la deuxième question, elle était plutôt simple, mais elle va être très complexe à répondre. C'est, j'ai entendu que vous parlez souvent de nutrition dans les podcasts, dans les suivis, etc. Mais je suis un peu perdu parce que mon mode de vie, il est hyper actif. Voilà, j'ai une vie professionnelle qui est vraiment bien remplie, etc. Et j'ai pas forcément trop le temps de me renseigner, de bien cuisiner, etc. Comment faire pour gérer tout ça? La première chose, c'est absolument de comprendre ses besoins. Je crois que j'en avais déjà reparlé dans un autre podcast, mais il faut absolument prendre le temps d'estimer un peu votre dépense calorique et de compter un petit peu ses calories au jour le jour. Alors pour ça, il y a plein d'applications, mais vous pouvez juste vraiment compter à l'œil aussi. Maintenant, même avec des outils comme ChatGPT ou autres, vous lui dites voilà, j'ai mangé ci, j'ai mangé ça, à peu près à la louche, il va vous donner une estimation. Donc une fois que vous avez cette estimation-là, vous vous dites, ok, je mange environ, 2000 calories par jour, de combien j'ai besoin en théorie, donc là c'est avec des calculateurs, etc. Et la théorie c'est 2500. Vous vous dites, ok, donc je suis en déficit calorique chronique de 500 calories par jour, peut-être je manque un peu de protéines, comment je peux faire? La meilleure option quand vous avez un mode de vie qui est un peu hyperactif, etc., ça peut être les compléments alimentaires. Dans ce cas-là, par exemple, de cette personne où il lui manque 500 calories par jour, ça pourrait être un shaker avec de la whey, du lait végétal et des flocons d'avoine, enfin de la farine d'avoine. C'est ce qu'on appelle un gainer. Ça peut être une petite boisson de 500 calories qu'elle peut prendre 1 heure avant l'entraînement et ça va lui donner plein d'énergie et ça lui a pris 2 secondes de préparation. Et là, pour le coup, les compléments alimentaires, ils sont vraiment efficaces et utiles. Après, la deuxième piste, c'est d'améliorer les 2000 calories que tu manges déjà. C'est-à-dire que dans ces 2000 calories que tu manges déjà, est-ce que il n'y a pas trop de graisse? Est-ce qu'il y a assez de protéines? Est-ce qu'il y a assez de glucides? Essayer de rééquilibrer un peu tout ça. Et des fois, c'est juste une histoire de quantité. C'est-à-dire que par exemple, je prends un exemple typique, petit-déj, tartine avec du pain, du Nutella et un jus d'orange par exemple. Et en fait, vous pouvez garder le jus d'orange, vous pouvez garder le pain, vous pouvez garder le Nutella, mais en fait, vous allez juste en prendre un peu moins et rajouter un bol de skyr à côté, par exemple. 200 grammes de skyr, 0 seconde de préparation. Ça passe super bien avec les tartines, le Nutella, le jus d'orange. C'est pas le petit déj idéal sur le papier en termes de composition, etc. Mais ça se rééquilibre et c'est en accord avec vos objectifs et avec votre emploi du temps hyper chargé. Voilà, il y a plein en fait de petites astuces comme ça, mais vraiment pour moi l'astuce numéro 1 c'est de comprendre ses besoins et sa dépense. Ensuite c'est de éventuellement combler les gaps que vous pouvez combler rapidement avec des compléments alimentaires, comme là par exemple l'exemple du gainer. C'est un truc très facile à préparer, vous le mettez dans votre sac, vous allez au travail avec, vous le buvez 1 heure avant d'aller à la salle le soir, vous allez faire vraiment une super séance parce que vous serez plein d'énergie et votre glycémie elle sera bien. Et après, du coup, vous vous concentrez sur améliorer ce que vous faites déjà. Et si c'est vraiment chaotique, que vous mangez jamais la même chose de jour en jour, que vous mangez énormément à l'extérieur, etc., là, pour le coup, ça devient tellement complexe qu'il n'y a qu'un suivi qui peut vraiment vous aiguiller. Et nous, chez Ascension, on fait vraiment ça aussi. On fait un suivi diététique. On fait pas juste un petit bilan et puis après, il se passe plus rien. On fait vraiment un vrai suivi. Donc, si c'est un problème pour vous et que ça limite votre progression, on prendra le temps de travailler là-dessus. C'est hyper important. Donc le podcast était un peu long, mais en vrai ça va, 40 minutes si on enlève les blancs et les hésitations sur les traductions, etc. Mais voilà, pour conclure, fais-le pour toi. C'est pas un slogan, c'est pas une phrase juste pour faire des clics ou quoi. C'est vraiment une manière de vivre ta pratique de l'escalade. Fais-le pour toi. Vraiment, prends le temps de te poser, te dire ok, pourquoi je grimpe, pourquoi je fais ceci, pourquoi je fais cela. Note-le sur un papier, vraiment prends le temps de prendre du recul et de te dire ok, pourquoi je suis en train de faire tout ça? Est-ce que c'est juste pour des likes sur Instagram ou est-ce que ça m'anime profondément, j'aime vraiment ça, etc. Franchement, c'est hyper important de prendre le temps de faire ça parce que j'en parlais avec Pierre et Mathias là tout à l'heure en réunion. Des fois, on a des personnes qui veulent pas, par exemple, passer à l'action, qui ont peur de passer le pas d'un suivi. On va faire un appel de découverte et la personne nous dit ouais, je sais pas trop si le coaching c'est fait pour moi, etc. Et je vais prendre une fourchette, mais on va dire, imaginons cette personne, elle a 35 ans. Cette personne, elle a 35 ans et elle veut grimper en extérieur pour passer des objectifs en saison d'extérieur, en bloc extérieur.
Et du coup, en fait, on se dit, bon, bah, en fait, là, la personne, en gros, il lui reste, allez, j'arrondis, mais peut-être 5 ans de vraiment conditions physiques prime, on va dire, jusqu'à à peu près ses 40 ans, pour vraiment maximiser son potentiel et acquérir le plus possible, etc. Et peut-être que juste en ne franchissant pas le pas du coaching cette année-là, elle a gâché une saison. Vous gâchez une saison sur 5 de votre prime, ça fait 20% de votre potentiel qui est gâché juste en une décision de, je vais peut-être commencer le coaching l'année d'après, je vais voir ce que je peux faire tout seul, etc. Donc si ce podcast il a pu vous aider aussi à vous dire ouais, je vais le faire pour moi parce que là c'est vraiment important pour moi de performer en saison de bloc, en extérieur, etc. Et que là j'en sais rien, j'ai 30 ans et il me reste une dizaine d'années à mon prime et que j'ai pas envie encore de gâcher 3 ans à stagner dans le rouge à Arcos, si ça résonne là vraiment ce que je suis en train de dire, il faut passer à l'action. Il faut vous dire que voilà, nous on l'a vécu, ce truc là, on accompagne des personnes qui sont dans cette situation, qui ont une vie professionnelle chargée, qui ont une vie de famille, qui s'entraînent que 3 fois par semaine mais qui progressent et qui sont dans un super bon environnement parce qu'ils se mettent pas la pression, ils se comparent à eux-mêmes, ils sont suivis par une équipe de coachs hyper impliquée et avec aussi toute cette expérience de suivi pour atteindre vraiment ses objectifs. Donc si tout ça, ça te parle, tu m'envoies go sur Instagram, que ce soit sur le compte Ascension, sur mon compte perso Léo Pazek, et sinon tu as tous les liens dans la description pour réserver ton premier appel, pour aller checker un peu tout ce qu'on fait là comme contenu sur les réseaux, les codes de réduction pour les compléments alimentaires chez NutriPure, et voilà, après si vous voulez nous contacter, vous nous envoyez un mail, etc. Et pour le coup, si tu as une question, tu la poses en commentaire. Si tu veux qu'on traite un sujet précis, pareil, tu peux nous l'envoyer en DM ou tu peux nous envoyer un commentaire. N'oublie pas de t'abonner, de liker, de partager, de laisser une review 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify. Tout ça, ça fait vraiment la différence pour nous. Parce que pour vous, ça prend 2 secondes, mais pour nous, c'est vraiment l'algorithme et à quel point le podcast il va être poussé en avant, il va être découvert par d'autres grimpeurs, etc. N'hésite pas à envoyer ce podcast à un pote à toi qui grimpe pour les caméras. Vraiment, envoie-lui ce podcast et dis-lui, va écouter ça, ça va te faire réfléchir, etc. Envoyez-lui ça et je pense que ça peut aider beaucoup de personnes et ça éviterait aussi énormément de blessures. C'est vrai que je l'ai pas forcément dit au cours de l'épisode, mais mon anecdote de je me blesse en répétant un bloc juste pour les caméras, si ça m'est arrivé à moi, ça arrive à plein de monde. Et je me dis, si juste là je peux aider 2-3 personnes à ne pas faire cette erreur et ne pas se blesser, déjà le but du podcast il est rempli. Donc franchement moi ça me régale toujours de faire ces podcasts flash. Là peut-être c'était un peu plus philosophique que vraiment entraînement, mais même la petite partie sur la nutrition à la fin, je pense que vous y trouverez vraiment cette valeur ajoutée. Et dans tous les cas, si vous avez la moindre question, vous nous envoyez un message sur Instagram, sur les commentaires YouTube, etc. On prend le temps d'y répondre. C'était Léo, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode.